Bonjour, merci d'être ici aujourd'hui. On va commencer par une petite danse. Soyez prêts. Merci Pepper et merci à vous pour être avec nous pour cette talk. Nous allons parler sur Pepper et sur son SDK pour Android. Tout d'abord, je présente les speakers pour cette talk. Voilà. Voilà. Donc, nous avons Victor Paléologue, Erwan Pinot et moi-même, Talia Cruz. Nous travaillons comme ingénieur en informatique chez SoftBank Robotics. SoftBank Robotics, c'est une entreprise qui fait des robots humanoïdes des compagnies. On est une entreprise internationale un peu partout dans le monde, notamment en Europe, en France, aux États-Unis, en Chine et au Japon. Donc, nos robots humanoïdes, ils sont 3. Tout d'abord, il y a Nao, qui est le plus petit. Voici. Du coup, il fait 58 cm. Il est surtout utilisé dans l'éducation, par exemple, pour apprendre les enfants à programmer. Le deuxième robot, c'est Roméo. C'est lui. Du coup, il mesure 1,50 m, donc un peu plus grand. Et c'est un projet de recherche européen. Son but est d'aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Donc, par exemple, pour prendre les médicaments, pourquoi pas, s'il tombe, si la personne tombe, je veux dire, qu'il puisse lui aider à se relever ou même appeler les urgences si besoin. Et le troisième robot, c'est Pepper, du coup, que nous avons ici aujourd'hui, c'est les stars. Pepper, il mesure 1,20 m et il peut faire pas mal de choses, comme parler, écouter, bouger. Qu'est-ce qu'il peut faire? Reconnaître des personnes. Et comment est-ce qu'il peut faire tout ça? Bon, il peut parler grâce à ces speakers qui sont ici, des côtés. Il peut écouter grâce à ces micros qui sont ici sur sa tête, 4 micros unidirectionnels. Il peut bouger grâce à ses vannes moteurs réparties un peu dans tout dans son corps. Et il peut se déplacer grâce à ses roues et ses lasers qui sont en bas et ses sonars. Il peut voir et détecter des personnes, bien sûr, avec ses caméras 2D qui sont ici et ici. Et aussi, il a un capteur 3D sur l'œil. Il peut aussi sentir au toucher avec ses capteurs tactiles qu'il a sur les mains, sur la tête et sur la base. Il a aussi une centrale inertielle. Et bien sûr, il a sa tablette, qui est une tablette Android. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Du coup, on va beaucoup parler sur cette tablette. Maintenant, pourquoi faire des applications pour des robots? Bon, quand on a un robot,
On interagit avec les mondes physiques. Ce qui dit monde physique, on peut aussi imaginer qu'on peut récolter des données un peu plus liées à la réalité. Et comme ça, on pourrait même imaginer, pourquoi pas, de tester l'intelligence artificielle dans les tâches de tous les jours. Et si nous avons parmi vous des businessmen ou women qui aimeraient ces côtés business du robot, c'est ces nouveaux marchés qu'on pourrait percer. Et bon, ils sont les futurs. Donc, maintenant, c'est la petite introduction pour nos robots et pourquoi faire des applications pour des robots. Voyons comment les faire. Alors, dans cette partie-là, je vais vous présenter le Key SDK, qui est en fait le SDK qu'on a conçu pour faire de la robotique simplement. Donc, vous allez voir les notions qui sont spécifiques à la robotique et comment on peut s'en servir. Alors, le logiciel qui tourne sur le robot s'appelle Naoki. Ce logiciel pilote, enfin, a tous les services pour piloter tous les capteurs dont Talia vous a parlé. Et nous, avec nos applications, on va utiliser un protocole de communication qui est implémenté par une bibliothèque open source que nous avons fait, qui s'appelle LibKey, qui va permettre d'envoyer des commandes au robot. Alors le key qu'on utilise partout, ça vient du mot chi en chinois, qui est utilisé aussi en tant que ki en japonais, qui est la force de vie, le souffle vital qu'on essaie de donner au robot avec notre SDK. Donc quand vous allez faire des applications, vous allez vous retrouver par ici, sur la stack logicielle. Vous êtes tout en haut en train de cohabiter avec les autres applications en vous reposant sur Naoki, le logiciel, le système du robot. Donc il y a des parties publiques, c'est vraiment sur ça que vous allez attaquer, mais qui en fait cache tout un paquet de couches logicielles qui permettent de gérer dans le détail qu'est-ce qui se passe vraiment dans le robot et qui permettent d'aller commander au final le hardware et avoir un impact physique dans le monde. Vous, quand vous allez toucher ces couches-là au-dessus, l'objectif c'est que vous ayez vous ayez un impact physique dans le monde grâce à ces API. Voilà. Donc quand vous allez faire une activité, une application là-dedans, on va vous donner à peu près le même genre de clé qu'il y a sur Android, c'est-à-dire qu'on va vous donner le focus. À un moment où vous avez une activité qui passe au premier plan, vous allez dire c'est à mon tour de dessiner sur l'écran ou de bouger le robot. Donc le robot vous appartient à partir du moment où vous avez le focus si vous avez le focus applicatif dessus. Une fois que vous avez ce focus, vous êtes sûr que les autres activités qui seraient installées sur le robot ne vont pas vous perturber, ni les services, et que vous êtes bien le seul à avoir la main dessus. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, quand vous allez lancer cette activité, on ne va pas vous laisser avec tout à faire, avec tout à refaire. Donc automatiquement, on va vous laisser les fonctionnalités de base du robot qui sont de regarder autour de soi. Le robot, il regarde autour de lui pour trouver des humains et il va chercher à porter son attention dessus, de montrer que je suis prêt à interagir avec les personnes qui sont autour de soi. Si vous ne faites rien dans votre activité, le robot fait ça automatiquement. Il va aussi respirer, avoir des petits mouvements. Ces petits mouvements, ça permet de donner un peu vie au robot, ça le rend un peu moins inerte, un peu moins terne. Ça nous fait dépasser le stade d'être face à une machine, en fait. Et il va aussi cligner des yeux, ce qui va permettre d'éviter cet effet bizarre où quand on regarde fixement quelqu'un pendant trop longtemps, on a l'impression qu'il ne veut pas nous lâcher. Voilà, toutes ces fonctionnalités automatiques, vous n'avez pas besoin de les réécrire. Et quand vous allez demander de faire quelque chose au robot, ce que vous allez lui demander de faire va prendre le dessus sur ces fonctionnalités automatiques. C'est-à-dire que vous avez quand même complètement le contrôle sur le robot, au final. Voilà. Alors, les choses que vous pouvez faire avec le robot, donc quel genre de contrôle vous avez? Évidemment, vous pouvez porter votre attention à d'autres utilisateurs, ce qui veut dire que quand vous avez une application avec notre SDK, vous avez accès à tous les humains qui sont autour de vous. Vous pouvez voir les humains qui sont là et décider de rentrer en interaction avec telle personne, telle personne, telle personne. Ça vous permet de suivre quand l'humain est encore devant vous et à partir du moment où l'humain va partir et va relâcher l'interaction, vous pouvez savoir que ça ne sert peut-être plus à rien d'aller lui parler. Donc justement, le but de lui porter son attention, c'est justement de pouvoir lui parler, évidemment.
Donc, on vous a simplifié le travail. Dans notre SDK, vous avez une action spécifique à juste parler. Vous mettez le texte que vous voulez. Vous pouvez le sortir de la source qui vous intéresse et avoir le robot qui va naturellement parler en rajoutant des petits gestes. C'est les petits gestes de la parole, la prosodie, les petites choses qui fait que la discussion a l'air animée, pas juste un robot figé. Ça, on vous le fait pour vous. On a la même chose quand on écoute. Le robot peut écouter en signifiant qu'il écoute. Donc on a un petit code général du robot qui est par exemple faire un petit bruit pour expliquer qu'on commence à écouter, faire un bruit pour expliquer qu'on a fini, et faire un petit geste de la tête pour bien montrer qu'on a compris ce qui a été dit. Voilà. Donc ça, vous n'avez pas besoin de l'écrire. Tout ce que vous avez à faire, c'est choisir les phrases que le robot doit s'attendre à écouter et pour lesquelles le robot doit réagir. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, il sait faire d'autres choses comme bouger, et ça c'est ça qui est intéressant dans un robot. Un robot a des membres, donc on peut vraiment le piloter, tous les moteurs, on peut les piloter grâce à cette action d'animation, donc on appelle ça animate. Et cette action va permettre de contrôler à tout moment les choses et faire des danses en fait en live, un peu à la même manière qu'on le fait pour des logiciels 3D. Dire à tel instant, tu fais la clé, elle est ici, à tel instant, elle est là, et faire des interpolations, et voilà. Donc on peut faire des danses comme celle que vous venez de voir tout à l'heure, c'est ça. Et dernière fonctionnalité, dernière action principale du robot, c'est se déplacer. Donc on peut lui demander d'aller à un endroit, comme vous allez le voir tout à l'heure, juste bouger d'un point à un autre. Un point important, pour bien comprendre, ça c'est quelque chose de très robotique, comment ça se passe. Le robot, la seule position qu'il connaît réellement, c'est la sienne, c'est là où il est. Donc on va pouvoir décider, décliner des positions relativement à lui. Donc c'est ce qu'on appelle des frames, ce sont des repères en fait. Et ces frames-là, c'est la base de tout déplacement qu'on va pouvoir faire avec le robot. Ça va être intéressant. De la même manière, les humains qu'on voit autour de soi, ce sont des frames relatives à la frame du robot. Donc on vous file la frame principale qui est l'origine du monde, le robot lui-même. Voilà. Selon le robot. Voilà. Donc vous avez toutes ces actions sous la main. Quand vous allez les lancer, vous allez peut-être vous retrouver dans des situations de conflit, des situations où vous envoyez des commandes contradictoires. Par exemple, vous demandez une animation qui fait bouger le bras dans un sens et une animation qui fait bouger le bras dans l'autre sens. Pour pouvoir comprendre le système des conflits, pour savoir quelle action rentre en conflit avec laquelle, on a découpé les capacités du robot en ressources. Donc, évidemment, il y a les capacités motrices. Donc, tous les membres du robot, à chaque membre du robot correspond une ressource. Et on va pouvoir demander qu'une seule chose à la fois à chaque membre, voilà, pour éviter les conflits. De la même manière, parler et écouter, le tour de parole, c'est une ressource. On ne peut pas dire deux choses en même temps. Voilà. C'est ce genre de choses qu'on a apportées qui vont permettre de comprendre les conflits en général des actions si vous vous trouvez dans ce genre de cas. Je vous fais un exemple où, disons que ce soit le bras, on veut essayer d'ouvrir la main. Je vais essayer de vous montrer un peu les implications que ça a de gérer les conflits de ressources. On a un premier client qui dit « ouvre la main ». Qu'est-ce qui se passe s'il y a un deuxième client qui dit « ferme la main » ? Eh ben, ils se battent. Et c'est le dernier qui a donné son ordre qui fait son travail. Ça, c'est ce qui se passe si on le fait de manière complètement naïve et qu'on laisse juste les clients envoyer des commandes comme ils veulent. Et c'est ce qu'on avait dans le système précédent. Maintenant, avec le système qu'on a, on a demandé aux services qui gèrent les ressources. Donc là, ça devient important. Tout notre système est basé sur des services parce qu'on veut pouvoir gérer les conflits de ressources. Un service comme ça va pouvoir s'assurer que quand le client 1 demande de prendre la main, le prochain client qui viendra, on puisse lui refuser. Pouvoir arbitrer, dire attention, là c'est le client 1 qui a la ressource. Donc c'est une notion abstraite qu'on rajoute. C'est le client 1 qui a la ressource, mais le client 2 ne peut pas venir l'interrompre, ce qui garantit qu'on est sûr que personne ne va pouvoir interrompre le morceau de code qu'on exécute, ni même nous-mêmes si on se trompe. On est sûr de comment ça se comporte. Pour pouvoir faire ça, il faut réussir à dire que, attention, c'est bien le client 1 qui possède la ressource,
Et vous allez voir tout de suite comment on fait. Alors, je vous disais, les ressources, les services, on les a répartis en fonction des ressources. Donc, pour toutes les ressources de locomotion, on a un service qui s'appelle actuation, qui va correspondre à un paquet d'API du côté de notre SDK. On a aussi un service interaction pour tout ce qui est parler, interagir avec les humains. Et on a un service exprès pour le focus. Donc, c'est ce que je vous ai dit quand c'est votre activité qui a la main sur le robot. Voilà. Maintenant, allons voir comment on fait vraiment l'ownership dans un service. En fait, au moment où le client 1 va vouloir ouvrir la main, il ne va pas juste exécuter la commande, mais il va plutôt récupérer un objet qui s'appelle une action. C'est pour ça qu'on a parlé d'action, qui va représenter cette possession de la ressource. Et c'est en appelant la fonction run sur l'action qu'on va réussir à avoir l'exécution de la main, de l'ouverture de main. Donc évidemment, une fois qu'on sait ça, que le client 1 a cette ressource, le client 2 ne va pas pouvoir le faire. Petit détail qui nous intéresse, comme c'est un service, on fait des appels remote, on pourrait le faire par exemple avec des API REST, mais dans notre système, on veut pouvoir changer rapidement d'une activité à l'autre, et il faut qu'on sache si jamais le client il a crashé ou si jamais le client n'est plus là. Donc dans notre protocole, on va être capable de détecter quand la connexion entre le client et le service est arrêtée. Ça va nous permettre immédiatement de savoir que cette action, elle pointe vers plus rien du tout. Et du côté du service, ça va savoir que le client ne peut plus posséder la ressource. Et ça va nous permettre d'arrêter d'ouvrir la main immédiatement. Ce qui fait que même si un programme crash, on n'a pas besoin d'attendre un timeout pour libérer la ressource. On est immédiatement réactif et on peut aller tout de suite passer à l'application d'après. Voilà, point important. Alors évidemment, du coup, comme c'est des services, tous les appels sont remote. Je peux vous la faire assez simple. Si vous le faisiez, si vous faites cet appel en remote de manière synchrone, vous allez avoir des soucis du genre, pendant que vous demandez ici par exemple de faire écouter au robot quelque chose, pendant que vous attendez que la personne parle, ici votre UI est complètement bloquée, elle ne fait rien d'autre. Vous ne pouvez pas avoir une application réactive ou alors vous devez créer un thread exprès pour ça, avant de enfin avoir le résultat et afficher vos résultats. Donc dans tout ce qu'on vous fournit dans le SDK, on vous incite à utiliser ce qu'on appelle des futurs. Et les futurs, c'est retourné directement par nos services, en fait par le SDK. Quand vous faites un appel remote, vous allez recevoir cet objet futur. Un futur, c'est un résultat en devenir, c'est-à-dire le résultat que vous alliez avoir à la fin. Vous allez savoir que vous allez en avoir un. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin du listen pour pouvoir raisonner dessus, faire des choses dessus. Ce qui fait que pendant que le service écoute, vous allez pouvoir afficher vos choses, être réactif au niveau de votre UI et ne pas avoir à créer des threads supplémentaires pour votre appel remote. Voilà. À la fin, quand vous recevez, quand le résultat est reçu et traité, la future va être signalée de l'arrivée du résultat par ce qu'on appelle une promise. Donc côté service, on va dire, on a le pendant inscriptible de la future, on va pouvoir dire ça y est, le résultat est arrivé, pour enfin réveiller votre client ici, qui va faire son traitement que vous vouliez faire à la fin et afficher ses résultats. Donc voilà, ainsi en faisant tout de manière asynchrone, vous êtes beaucoup plus réactif sur ce qui se passe dans votre logiciel. Donc, point rapide sur les futurs. Une future, c'est surtout un état partagé et synchronisé qui fait que pour tous les clients qui prennent les futurs, on va être prévenu immédiatement quand l'état partagé est changé. Donc, côté futur, on va dire, bon, bah, quand ça c'est prêt, then, je vais appeler une autre fonction. Donc, quand c'est terminé, je vais faire quelque chose d'autre. Et côté promise, on va dire, quand c'est terminé, quand la valeur elle est prête, on va juste faire un set value. Voilà. Et ça va rappeler la callback qui est côté futur. On peut aussi faire des appels du genre attendre, wait for, mais ça revient au même problème de faire les choses en synchrone, c'est-à-dire que vous allez encore bloquer votre UI. Voilà. Maintenant, un petit diagramme rapidement pour voir les états. Une future, à la base, c'est running. On peut lui demander de s'arrêter, de se cancel, et à la fin, soit elle a réussi, elle finit avec une valeur, soit elle finit avec une erreur, soit elle est effectivement cancelled. Cet état de futur, vous allez le retrouver dans notre framework.
Voilà. Pour résumer, une action, du coup, c'est surtout ça définit une action physique, c'est-à-dire ça monopolise les ressources, ça nécessite le focus, et c'est comme ça va prendre du temps, c'est forcément asynchrone. Il faut s'attendre à ce qu'elle rate. C'est toujours possible qu'on ne puisse pas se déplacer parce que, je sais pas, on ne peut pas se déplacer. Et nous, on va vous fournir le fait que ce soit toujours cancellable, comme ça vous pouvez annuler, interrompre ce que vous voulez quand vous voulez. Donc voici grosso modo à quoi ressemble une API d'action, et en fonction des actions, il va y avoir une API spécifique. Voilà, maintenant je vais vous laisser la suite pour voir à quoi ça ressemble en vrai dans Android Studio. Bonjour. Donc, moi, je vais vous expliquer comment on est parti de tous ces principes et qu'on a fait un magnifique SDK Android. On a fait donc des API qui seront adaptés aux développeurs Android, mais pas seulement. On a fait aussi un magnifique plugin pour Android Studio que vous pouvez télécharger dès aujourd'hui en preview, en cherchant Paper SDK sur votre Android Studio, et vous aurez tous nos outils que je vais vous présenter dans la suite. En fait, vous allez garder votre cycle de création de projet Android classique, c'est-à-dire que vous allez créer un nouveau projet, vous allez utiliser tous les frameworks que vous utilisez habituellement, et vous allez le robotifier. Et vous allez utiliser, en le robotifiant, des API robotiques qui vont contrôler depuis la tablette le robot. Vous allez pouvoir mettre des animations, comme ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire au niveau de la danse, des outils pour faciliter la création d'animations et l'utilisation d'animations, et aussi créer des dialogues complexes. On a un langage dont je parlerai après, pour tout ce qui est dialogue et discussion. Et j'imagine que vous n'avez pas de robot chez vous. Vous allez pouvoir tester tout ça sur un robot virtuel qui a donc un corps virtuel et une tablette virtuelle. Donc c'est un émulateur Android qu'on a modifié pour nos besoins. Et vous allez publier tout ça sur le Play Store, puisque le robot a le Play Store sur sa tablette, et vous allez pouvoir donc publier vos applications et permettre aux différents clients de télécharger vos applications purement robotiques ou robotifiées des applications que vous avez déjà. Le robot virtuel, donc c'est un paper virtuel où on va pouvoir simuler du dialogue, on va pouvoir simuler certains événements, et un émulateur, comme je disais, qui va communiquer de manière particulière avec le robot virtuel. Et donc je disais, dès aujourd'hui, sans robot, vous pouvez utiliser nos API pour développer des applications Android robotiques. C'est aussi un éditeur d'animation. Donc les animations que vous avez vues au début, les danses, ce sont des animations dans lesquelles, sur cet éditeur, vous allez pouvoir modifier les valeurs des différents moteurs, des hanches, des bras, pour pouvoir créer une animation complexe. Et j'imagine que si vous voulez pas partir de rien, vous pouvez déjà utiliser un ensemble d'animations qu'on a déjà pré-créées. On a une bibliothèque d'animation avec énormément d'animations pour la joie, pour Pepper surpris, pour Pepper qui fait l'éléphant. Et vous allez pouvoir partir de ces animations pour créer vos propres animations en les modifiant grâce à l'éditeur. Donc je disais, on a un langage particulier aussi qui permet de faire des dialogues complexes, qui s'appelle le KitChat. Dans cet exemple-là, le robot va spontanément parler à l'humain, donc dire comment ça va, et selon la réponse, c'est un arbre qui va se créer, selon la réponse, si l'humain répond oui, le robot va répondre je suis content, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir créer un arbre de dialogue pour créer des dialogues très riches. Maintenant, parlons un peu de code. Alors, pour les actions présentées précédemment par Victor, pour pouvoir créer un petit Hello World, qu'est-ce qu'on a à faire? On crée une action C, en lui passant le contexte Android, et on lance l'action. Et vous mettez ça dans votre onCreate, onStart sur Android, vous avez fait un Hello World qui va tourner sur le robot et qui va faire ce que le robot va parler, mais pas uniquement avec la voix, il va parler avec des gestes qui seront adaptés au texte qui est ici. Donc les gestes Hello World, ça sera des gestes qui vous inviteront à bonjour, il va faire un bonjour avec sa main. Et bien entendu, comme vu précédemment, le fait de lancer cette action va créer une feature. C'est-à-dire que si vous faites ça directement, ces deux lignes-là, dans votre onCreate sur Android, ça ne va pas bloquer le thread de la UI, ça va directement lancer une feature et votre action va s'exécuter. Et vous pourrez vous accrocher sur cette feature pour enchaîner les actions. Au niveau de l'écoute, c'est simple, hein, on crée une action listen de la même manière que le say. Et ce qu'on va faire, alors là,
on va créer des phrases sets. Donc, des phrases sets, c'est un ensemble de phrases qui sont liées, si vous voulez, des concepts. Donc là, on a créé un phrase set parce qu'on veut détecter le fait qu'on a dit say hi ou don't be shy au robot. Là, c'est le move forward. Donc, si on dit l'une de ces phrases, c'est ce phrase set-là qui va être highlighté, qui va être déclenché. Une fois qu'on a créé ces phrases set, qu'on a créé l'action pour écouter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme pour l'action c'est, on va lancer l'action, on va exécuter l'action, on va lui passer en paramètre les phrases set que l'on veut reconnaître. Ça va nous créer de même une future. Et sur cette future, on va s'accrocher, on va dire dès que l'action est terminée, et là en l'occurrence dès qu'elle est terminée en succès, donc en fait on a différentes callbacks. S'il est terminé en succès, c'est le onResult qui va être appelé. Si elle est terminée en erreur parce que par exemple il n'a pas pu comprendre pour tout un tas de raisons, on aura une callback en erreur qui va être appelée. Si l'action a été annulée, vous aurez une callback onCancel. Donc dans le onResult, on sait que l'action s'est terminée, que Pepper a été capable d'entendre quelque chose, qu'il a été capable de le comprendre, et on va récupérer dans les résultats d'écoute le phrase set en question. Si le phrase set compris c'est your turn, donc ça va déclencher là en l'occurrence le fait que Pepper va se présenter. Et si on n'a pas compris, dans ce cas-là aucun des phrases set n'a matché, Pepper va dire qu'il ne comprend pas. Donc là on va créer une action, on va lui demander de dire I don't understand. On peut bien entendu utiliser les ressources d'Android, donc là c'était plus simple que mettre du r.string, pour pouvoir localiser son texte, ce qui est bien plus simple. Vous remarquerez que dans ce cas-là, en fait on crée une action, le run va renvoyer une future, donc en fait on renvoie une future et on va pouvoir enchaîner, c'est-à-dire que si cette action se termine, donc on va faire un andzen qui va continuer là-dessus, on va faire un listen.zen, puis ensuite on va faire un zen qui va dire que si ça s'est terminé avec succès, on va pouvoir enchaîner l'ensemble des actions de manière séquentielle, ou si on veut les faire en parallèle, on peut très bien ne pas les accrocher comme ici. Maintenant, on va vous faire une petite démonstration sur l'animation. Dis bonjour. Ok. Peut-être qu'on en reparlera une autre fois. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc là, dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Il était un peu perturbé au départ, mais ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé un objet animation. On a importé une animation de l'Animation Library. Et on a créé cet objet à partir d'une ressource. Donc en fait, quand vous utilisez l'Animation Library, ça va vous importer la ressource dans vos ressources Android. Vous pourrez localiser vos animations selon la langue du robot, selon la culture. Vous pourrez avoir des animations particulières pour le même code. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un objet comme le say, le listen, un objet d'action qui va animer, donc qui s'appelle animate. Quand l'animation va démarrer, ce qu'on veut faire, c'est que le robot parle en même temps. Donc l'animation démarre, il va faire sa petite présentation. Bon, là, on a utilisé les ressources d'Android pour qu'il puisse le localiser. Et on va lancer l'animation. Maintenant, je vais vous parler du GoTo. Petit démo. Avance. Donc, il est timide aujourd'hui. Donc, le GoTo, comment ça se passe? En fait, ce qu'on va faire, comme vu précédemment, c'est qu'on va récupérer le repère du robot. Donc, le robot, la seule chose qu'il connaît, c'est son repère. On va récupérer ça grâce au service Actuation. Le problème, c'est, comme vu précédemment avec Victor, c'est que quand le robot se déplace, eh ben, sa frame à lui se déplace, son repère se déplace avec lui. Donc, pour éviter, si on veut avancer d'1 mètre par rapport à sa frame à lui, si on fait ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va avancer 1 mètre de manière infinie. Donc, pas forcément ce qu'on voulait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une API qui va nous permettre de détacher la frame du robot à un instant T. On va dire qu'on va créer une nouvelle frame à partir de la frame du robot, et cette frame va rester à l'endroit où elle a été détachée, de manière à ce que quand le robot avance, la robot de frame reste sur le robot, mais la frame qui a été détachée reste à l'endroit où elle a été détachée.
On va créer après une transformation, en l'occurrence ici une translation d'un mètre. Et on va dire qu'on va créer une nouvelle frame, donc un nouveau repère dans l'espace, à partir de la frame de départ, en lui faisant subir la transformation, la translation en l'occurrence, de 1 mètre. Donc, grâce à ça, on a une nouvelle frame. Ensuite, il suffit de dire au GoTo, va à cette frame-là. L'intérêt des frames, c'est qu'il y a des frames partout. Quand le robot voit des humains, il voit des frames. Quand il sera capable de voir des éléments dans le décor, il verra des frames. On pourrait dire, va vers cette frame, va vers cette chaise, va vers cette personne. Donc vous pouvez en plus dériver les frames, dire, avance en permanence de 1 mètre par rapport à la personne, de manière à ce que le robot vous suive, mais avec 1 mètre de distance. Donc c'est un système très, très complet qui vous permet de faire des déplacements complexes. Maintenant, on va vous faire une petite démonstration. J'espère qu'il n'y a pas de timide cette fois-ci. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Ok, c'est mon tour. Et là, ce qu'on ne voit pas forcément dans cette démonstration, mais en fait, Pepper fait de l'évitement d'obstacles. Bonjour à tous. Je suis Pepper. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bon, il a dit bonjour au mur. Mais non, il y a des personnes là-bas. Donc en fait, ce que fait Pepper aussi, c'est que quand on lui demande de se déplacer d'1 mètre, il ne va pas se déplacer bêtement d'1 mètre, il va éviter un obstacle si obstacle il y a devant lui. Donc grâce à l'ensemble des actions qu'on a créées, vous pouvez dès aujourd'hui créer des applications robotiques complexes et enrichissantes. Donc le Engage, l'Animate, le GoTo, le Listen. Et vous allez pouvoir donc créer des applications robotiques Android ou robotifier vos applications existantes. Est-ce que vous avez des questions? Il y a le micro là-bas. Je rebondis sur la fin, justement, robotifier des applications existantes. Donc, si on ajoute du code spécifique à Pepper, on peut très bien le combiner avec une application qui est déjà dans le Play Store. Ça fait une grosse surcharge en termes de librairie en plus ou ça reste léger? Aujourd'hui, dans la version actuelle, on aura quoi? On a peut-être 2 mégas de librairie en plus. Alors, je sais que ça peut paraître important, mais il faut savoir que notre framework est multiplateforme, qu'il est fait en C, donc on va l'utiliser dans notre SDK Android aussi. En C++, autant pour moi. Oui, bonjour. Où est-ce qu'on peut trouver Pepper aujourd'hui? Qui l'utilise? Ouais, aujourd'hui, d'accord. Mais qui l'utilise? Où est-ce que je peux le retrouver? Je pense en France, mais peut-être aussi ailleurs, quoi. Quelles applications en fait concrètes aujourd'hui sont déjà présentes? Oui, bien sûr. Alors, pour les SDK que nous venons de présenter, c'est les SDK pour Android. Donc, c'est la version bêta, c'est assez nouveau. Il n'y a pas aujourd'hui d'application à l'extérieur qui utilise ces nouveaux SDK. Par contre, les modèles précédents qui utilisaient pas ces SDK, c'est-à-dire les SDK Python et C++, il est dans les business en Europe, chez Carrefour, chez Darty, chez Costa, pour donner juste quelques exemples. Il marche très bien à l'accueil des magasins parce que, bon, ce qu'il faut dire, c'est que lui, il a été conçu pour accueillir des clients dans les magasins de SoftBank au Japon. Et à partir de ça, du coup, il a un peu évolué par rapport à ce qu'il peut faire. Vous avez des chiffres? Combien il y en a qui sont présents ou... Comme ça, je ne pourrais pas vous dire, mais nous avons des partenaires. C'est grâce à ces partenaires que nous avons tous ces robots déployés en Europe. Nous avons une trentaine de partenaires en Europe. Et je ne saurais pas exactement vous dire combien de robots on a en Europe. Mais voilà, si vous voulez venir nous voir après, on peut regarder ces chiffres. Il y a les micros là.
Moi j'ai une petite question plus technique. Au niveau les ressources, je suppose que l'Android il tourne dans les ressources de la tablette et tout le reste tourne dans le robot. Est-ce qu'on a accès de la tablette aux entrées du robot? Sa vision, ses images, tout ça? Ou alors on voit juste l'API une fois décodé, une fois un humain classé en humain, etc. Alors en général, on a accès à tout en général depuis le robot. Quand on possède un robot, on peut mettre des programmes à peu près partout et récupérer tout ce qu'il y a dans le robot. Mais dans ce SDK qu'on a donné, donc comme c'est première version, on n'a pas encore refait les API pour la vidéo en l'occurrence, ou pour l'audio. Donc vous pouvez récupérer ces informations-là, vous pouvez même le récupérer depuis la tablette, mais vous ne pourrez pas en faire une application distribuable à tout le monde pour l'instant. Voilà. Okay. Donc par exemple, pour attraper quelque chose, c'est pas possible. Pas dans une application distribuable à tout le monde pour l'instant. Voilà. Mais c'est en projet. Si je peux juste compléter, pour attraper quelque chose, ces mains, malheureusement, n'étaient pas designées pour ça. Donc, on déconseille fortement de le faire. C'est un peu fragile. À part les stylos. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Vous pensez que ça va sortir quand en mode marché comme nous, en fait, quand est-ce qu'on va pouvoir acheter ça? Alors, ces SDK pour Android, c'est pour les développeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en version bêta. Nous avons besoin de vous, en fait, pour que vous les testiez, pour que vous nous donnez tout votre feedback. On travaille sur cette version, que ça soit plus stable. Notamment, on aura une autre version l'année prochaine. On travaille sur ça. On va beaucoup se consacrer aux États-Unis, aux développeurs aux États-Unis. Et donc, l'idée, c'est vraiment c'est pour ça qu'on fait pour Android, parce qu'on a déjà pas mal de développeurs Android. Donc, on veut profiter de ces connaissances des développeurs et qu'ils puissent faire des applications pour nos robots. Donc, l'idée, c'est... La question, c'était plutôt, est-ce qu'on peut acheter Pepper, en fait? Pepper, ouais. Oui. Excusez-moi. Aujourd'hui, du coup, Pepper tel quel, il est surtout vendu au Japon. Pour les B2B, les B2C. En Europe, c'est pour les partenaires. C'est le seul moyen d'aujourd'hui acheter Pepper en Europe. Du coup, si vous voulez plus de détails, vous pouvez passer nous voir. Voilà, c'est juste comme ça qu'aujourd'hui, vous pourrez avoir un Pepper en Europe. D'accord. Oui, bonjour. Je voulais savoir si le SDK il est disponible en open source. Alors, oui. En fait, les Key SDK, il faut que je vous explique. Du coup, nous avons LibKey. LibKey, c'est le middleware qui est en open source. Si vous allez sur GitHub, GitHub Aldebaran, parce que c'était notre ancien nom, là, vous pouvez trouver toutes les sources des LibKey. LibKey, c'est celui qui permet toutes les connexions dans tous les langages possibles, par exemple Python, C++, Java. Par exemple, pour Java, nous avons LibKey Java, qui a tous les grappeurs, donc la couche JNI, qui permet justement de parser les objets en C++ en Java. Ça, c'est aussi un open source, pardon. Et l'autre couche que nous venons d'ajouter en plus, le Key SDK, il n'est pas encore open source, mais nous pensons qu'il y sera bientôt. Voilà. Et la partie développée en C++, elle est en open source aussi? Oui, c'est LibKey. Ah, oui. Okay, c'est parfait. Oui, en licence BSD. Oui. Ah, oh, le micro. Merci. Je vois que les deux Pepper ont la même tablette. Quels étaient vos choix de critères matériels? Et une autre question, c'est comment on les fait pour les recharger? Alors,
les tablettes n'ont pas de batterie, elles sont directement sur la batterie du Pepper. Donc en fait, ces jambes, c'est une énorme batterie qui tient plus de 12 heures. Sinon, pour la tablette, donc là en l'occurrence, c'est un de nos partenaires LG qui nous a fait cette tablette-là. Donc c'est un Android 5.1 qui a été modifié parce qu'on veut que le cycle de vie d'Android et le cycle de vie du robot soient synchronisés. Vous avez une question sur le choix. Donc pourquoi on a choisi cette tablette-là? Donc déjà parce que on avait travaillé avec LG, notre partenaire dans l'ancien robot, qui nous a fait donc en fait une tablette sur mesure. Elle a vraiment été faite pour ce robot. On voulait une tablette qui ne consomme pas non plus énormément pour pouvoir préserver la batterie du robot. Donc avec un ensemble de elle a le Bluetooth, elle a le Wi-Fi, elle a tout un tas de connectiques comme sur la plupart des smartphones pour pouvoir s'interconnecter avec le reste de... Oui, alors aussi c'est une tablette, donc avant on avait de la OSP, donc le projet open source de Android, et depuis on est certifié Google et on a les Play Services, enfin les GMS, Google Mobile Services, avec le Play Store, Gmail, YouTube, sur cette tablette-là. Vous disiez que vous avez personnalisé le firmware pour vous, pour votre besoin. Est-ce que ça comporte des limitations pour les développeurs ensuite? Non, en fait, disons que ce qui se passe, c'est que par exemple, on a modifié l'Activity Manager d'Android. Alors c'est un truc tricky, mais globalement, quand une activité se lance, le robot doit être au courant de quelle activité Android se lance pour qu'il puisse autoriser les API. Notamment, on veut se baser sur les permissions d'Android pour que le robot puisse accepter ou refuser qu'une application puisse prendre telle ou telle ressource. Et on a dû modifier là-dessus. Ce qu'on veut faire, c'est aussi faire en sorte que les gens puissent installer des applications Android sur leur téléphone et qu'ils puissent donc le lancer depuis leur téléphone et se connecter à leur robot en remote. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore dans la version preview de notre SDK, mais on pourra à terme aussi bien installer l'application sur la tablette de Pepper ou sur son téléphone à soi et avoir un système de connexion avec le robot que nous allons... Les limitations qu'on va avoir, c'est qu'on va pas pouvoir faire se déplacer le robot dans un service, par exemple en background. Est-ce qu'il y a des limitations techniques? Des limitations techniques, non. Que je peux pas utiliser. Non, tous les frameworks que vous utilisez habituellement, vous pouvez les utiliser sur Pepper. D'accord. Juste une dernière question et promis j'arrête. Le premier réflexe d'un développeur quand il a développé du coup l'application, c'est de la mettre sur le store. Du coup, pour la rendre accessible depuis Pepper, j'imagine qu'il faut utiliser un MDM ou quelque chose propriétaire chez vous. Non, vous pouvez directement la mettre sur le store, sur le Play Store. Et il faut savoir qu'on a une user feature robot que vous pouvez mettre dans votre manifeste pour dire que l'application ne peut s'installer que sur un robot qui a une tablette Android. Ok, super. Sur une tablette, sur un robot qui a une tablette. Merci. Bon. Malheureusement, le temps est fini, mais je vous invite à aller découvrir notre SDK pour Pepper sur android.ld.softbankrobotics.com. Et aussi, s'il y aurait des ingénieurs intéressés pour nous joindre, n'hésitez pas d'aller sur notre page Facebook Career. Voilà, merci.